Casablanca, Darbeida en Darija, on y est casablancais et bidaoui tout à la fois. Je me balade au marché central où j'accompagnais chaque semaine ma grand-mère sicilienne. Je reconnais les odeurs des étals, les bruits, même quelques visages. La marchande de tortues, les bidons d'olives de toutes les couleurs, les carcasses de viande pendues chez le boucher Abdeslam. Boulevard Mohamed V, après le marché sénégalais, je m'arrête place des Nations Unies, jadis nommée place de France. La coupole dessinée par Zévaco trône en son centre, tandis que des nuées de pigeons tapissent le sol de fientes. Les immeubles art déco des années 30 dressent une haie d'honneur vers l'océan, sous la luminosité de plomb. Casablanca, la ville de l'éblouissement, de mon enfance, de mes grands-parents. On traverse les quartiers et on change de décor. On passe par la colline d'Anfa et ses maisons d'architectes démesurées, californiennes. Même les antennes relais sont déguisées en palmiers, fondus dans le décor opulent. On arrive sur Ain Dieb, dans l'œil du loup, face à l'océan, avec cette sensation d'être au bout du monde, au seuil d'une aventure mythologique, ulyssienne. La corniche, large, lumineuse, le soleil tanne, on plisse les yeux. Les vagues régurgitent mes souvenirs, ça déborde. Je monte dans un petit taxi rouge numéroté, déglingué, pas de chance. Le siège du chauffeur tient par du raffia bleu dans cette vieille Renault 205. Sans cette corde fragile, son corps dégoulinerait complètement vers la droite. Ça sent la clope à plein nez. Il fume accoudé à sa vitre ouverte. On traverse Casa, cette abréviation qui dit tant. Casa, la maison. On passe devant le cinéma Liberté, abandonné mais intemporel, à l'intérieur duquel dansent certainement les fantômes du cinéma américain. Hello, Sam. Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. On se fraye un chemin entre les véhicules et les piétons, dont les territoires respectifs semblent dénués de frontières. J'arrive bon an mal an au croisement du boulevard Zarqtouni et de la rue Taha Hussein pour retrouver mon père dans son appartement. Alors, je vais te choisir une photo et je vais te la montrer. Et ce que je te propose, c'est que tu la décrives et qu'est-ce qu'elle évoque pour toi. D'accord. Tiens. Bah ça, c'est papy et mamie. Ah, ils étaient jeunes, là. 1979, tu vois. C'est après le voyage en Italie, ça. Où tu as trouvé ces photos? C'est des vieilles photos que j'avais prises quand le carton de photos. Nous voici, mon père et moi. On se ressemble beaucoup. Lui-même ressemble énormément à ma grand-mère, Marie-Jeanne. Parfois, je me surprends à croiser son regard dans celui de mon père, Pascal. Parfois, dans mon propre reflet. Je lui demande de me raconter un voyage qu'il avait fait avec mes grands-parents et mes oncles, il y a presque 50 ans, de Casablanca vers Palerme. Alors c'est en 78,
Mamie, elle a voulu retourner en Italie pour voir son oncle. Et elle avait parlé avec papy, elle lui avait dit j'aimerais bien aller en Italie, voir tonton Bartolo. Et papy lui avait dit il n'y a pas de problème. Donc nous, on était partis en France et on a repris la route pour l'Italie. Parce que mamie, elle avait des échanges de lettres avec lui, tout ça. Elle lui disait on viendra, toujours il disait quand est-ce que tu viendras. Tout en voiture, hein, Maroc, France, enfin traverser l'Espagne, la France pour voir ma tante. Et jusqu'au port de Gênes où il avait dit qu'il y avait un bateau qui allait à Gênes parce qu'il vivait à Palerme. Quand on arrivait à Gênes, papy il n'a pas trouvé l'entrée du port. Donc au bout d'1 heure ou 2 heures, quand il a trouvé l'entrée du port, le bateau était parti. C'est un bateau qui mettait au moins 22 heures le bateau. Et donc t'es loin quoi, t'es en haut, au nord d'Italie, et il faut aller jusqu'en Sicile. Et donc papy il a décidé de traverser toute l'Italie en voiture. J'ai des grandes images. Moi j'avais 5 ans. Et surtout les souvenirs que j'ai, c'est Palerme. On avait pris un bateau où le train rentrait dedans. J'ai souvenir de tonton Bartolo, avec qui on marchait le matin ou l'après-midi. On se baladait dans Palerme. Il était connu de beaucoup de monde là-bas. Le souvenir que j'ai de Palerme, donc, c'est aussi les églises et les pompiers. Je sais pas pourquoi. On entendait les sirènes de pompiers ou d'ambulances non-stop. Je pense que tonton, il habitait pas loin de la caserne finalement. Mon oncle Xavier, le petit frère de mon père, me raconte une histoire légèrement différente. Et j'imagine que leurs mémoires sont des dimensions parallèles d'un même récit. Ah, mamie, elle était sicilienne d'origine. Mes grands-parents, ses parents, ils venaient de Tunisie. Ce qu'on a appris, c'est que le pauvre oncle, il était né en 1900. Il a envie de voir sa nièce. Donc en 78, il avait 78 ans. Et donc après, quand on est arrivé, il nous a raconté tous les matins, à partir de je sais pas quel mois d'été, il allait au port et il regardait les voitures sortir, voir s'il y avait une matricule du Maroc, tellement il avait envie de voir sa nièce, quoi, ma mère. Et ce jour-là, il est rentré, il avait raconté qu'il est rentré, il a vu sa femme, il lui a dit, tu sais, je crois qu'ils vont plus venir, ça y est. Le même jour où on est arrivé, quoi. Donc il a averti toute la famille là-bas, ils avaient organisé chez la doyenne un café pour nous présenter toute la famille qu'on connaissait pas. Et c'était vraiment le truc sicilien, je m'en rappelle avec ton oncle Philippe, on s'attrape un fou rire, on avait pris une fessée d'ailleurs, parce que c'était vraiment très, comment on dit, très solennel. À Palerme, à un moment, on est parti visiter de la famille. Et c'était vraiment ambiance mafia, tu vois, pour moi, étant petit. C'était une grande maison, c'était des gens riches, dans la campagne de Palerme, dans la montagne, comme dans le film du parrain Corleone, tu vois. Des années plus tard, on a appris que ce tonton s'est fait assassiner. Enfin, ouais, tonton à Palerme, il est mort avec les portes fermées. À comprendre, la police n'a pas élucidé l'enquête. C'est quelque chose que tu peux rechercher, mais c'est bien plus tard, genre en 84, 85, chose comme ça. Est-ce que pendant ce séjour, vous aviez pris des photos ? Sûrement, mamie, elle avait sûrement pris des photos, des films. Oui, bah, mamie, elle avait la caméra à l'époque. Hein. Super 8, là. 8 mm, je crois, il disait. C'est vieux, ça, tout ça. Et ça, on les a plus. Non, on les a plus. C'est parti quand tu sais. Enfant, mon grand-père Henri sortait parfois un vieux rétroprojecteur. Nous fermions les volets et installions l'écran blanc. Les bobines roulaient, et comme une machine à remonter le temps, elle faisait ressurgir des fantômes. Insonores, rougis, mais encore brûlants de vie et de mystère. Aujourd'hui, ces films ont disparu. Je me sens amputée d'une mémoire, qui n'est pas vraiment la mienne. Une mémoire prénatale, presque archéologique. Dans le souvenir de ce bruit de rouage, de ces corps jeunes que j'ai toujours connus vieux, de cette image désuète, éternelle et surréaliste, je pars à la recherche de ces fantômes du passé. Mes grands-parents paternels, Henri et Marie-Jeanne Sanchez, habitaient dans un appartement dans le quartier du Belvédère, dépendant de la commune de Roche-Noire à Casablanca. Pendant et après le protectorat français, de nombreuses communautés françaises, espagnoles et portugaises vivaient au Belvédère. Dans leur jeunesse, mon père et ses frères avaient de nombreux voisins européens.
des familles issues de l'immigration populaire qui trouvaient au Maroc un confort de vie certain, loin des dictatures fascistes qui sévissaient au même moment. C'est le quartier de mon enfance, ce Belvédère. Alors jusqu'aux années 70, c'était, d'après ce que je sais, c'était beaucoup d'Européens et ils sont tous partis. Le boulanger, c'était aussi un étranger qui a vendu un Marocain, parce qu'il y a eu la marocanisation. Et il y a eu une période dans les années 70 où les Européens partaient du Maroc. Ils rentraient en France, en Espagne, en Italie. Mais moi, j'ai grandi à partir de 7-8 ans, c'est les années 80, donc il y avait beaucoup plus de Marocains, je sortais avec les Marocains. J'ai pas eu d'amis étrangers au Belvédère. J'essaye de me souvenir, parce que nous, quand on était jeunes, on regardait pas qui était étranger. Il y avait, mes parents, ils nous ont éduqués, on regardait pas la religion ou le passeport ou la couleur des gens. Donc moi, j'avais des amis marocains, français, trucs. Mais au Belvédère, c'était mes amis marocains. C'était moi qui allais chercher le pain, qui allait chercher les coca, qui allait faire les petites courses. À l'époque, on descendait les chercher. Ça me permettait de sortir et de rencontrer les gens. Et de prendre un peu d'argent. Mes parents aussi, la monnaie, je la gardais toujours dans la poche. Mon oncle Xavier, fervent supporter du Real Madrid, comme toute ma famille d'ailleurs, s'est pris d'une passion brûlante pour le Raja, un des 2 clubs majeurs casablancais. Supporter une équipe, chez les Sanchez, c'est presque une histoire de nationalité, d'appartenance. Xavier a commencé à supporter le Raja très jeune, car l'employé de mon grand-père Henri, Rajaoui de sang, lui a transmis l'amour de ce club. J'ai 2 clubs de cœur. Le premier, c'est celui où t'as pas le choix, c'est papy. Tu es Real Madrid depuis la naissance. Et j'ai le Raja, que je pense que j'ai choisi à partir de l'âge de 7-8 ans. Mon oncle me raconte un match décisif du club, en finale de la Ligue des Champions de la CAF, où les Rajaouis affrontaient une équipe ghanéenne. À travers ce match, auquel il a assisté, se dessine également la légende de mon oncle, le Rajaoui Gaouri, autrement dit, le supporter étranger du Raja. Une anecdote pour ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Et le gardien des Ghanéens, il avait un sac dans les cages et nous on croyait à la sorcellerie. Et le Raja était plus fort, mais on marquait pas, la balle ne rentrait pas, il shootait, la balle sortait, il faisait des arrêts, c'est un très grand gardien, il était très bon. Et en deuxième mi-temps, nous, Phil Magana, on a commencé à crier « Haïdou sac, enlevez-lui le sac ». Il y a un ramasseur, le gardien il s'avançait beaucoup, de 30-40 mètres ses cages quand ils attaquaient. Et on disait au petit ramasseur « Haïdou le sac, jibou le sac ». Et il y a un gosse qui a essayé de prendre le sac, le gardien l'a vu, il a couru après, le gosse s'est réfugié chez les flics et tout, parce qu'il voulait casser la gueule. Et après c'est un membre du staff, son nom m'échappe, qui est allé, qui a pris le sac et qui l'a jeté dans nos tribunes. Les gens l'ont ouvert, bon c'était pas sur moi que le sac est tombé, les gens l'ont ouvert, l'ont brûlé et tout, on a marqué quelques minutes après. Donc ceux qui y croient, ils y croient, ceux qui y croient pas, ils y croient pas. Oui. On a égalisé, on les a gagnés au pénalty. Et à la séance des pénaltys, le Raja rate au début, le premier ou deuxième péno. Il faudrait que je revoie le match, je l'ai vu plein de fois. Et tout tu sais, il y a une ferveur, c'est la Kouvrasout, c'est le Magana. Il y a une ferveur de fou, tout le monde est en feu pour qu'on gagne. Et tout le stade s'éteint d'un coup. Et moi, je me retourne, j'enlève mon t-shirt vert et je regarde tout le public et je crie « Dima, très très fort ». Et les gens se lèvent tous les uns de l'autre avec moi, ils continuent à crier et on a gagné les pénaltys après. Après, tout le monde m'a sauté dessus. Et avant le match, il y a un gars qui me connaissait pas, qui était 1 ou 2 rangs derrière et qui a posé la question. Il m'a vu un Gaouri, j'ai toujours vécu ça, Wachad Gaouri. Mais les gens croient que je parle pas l'arabe. Et il lui a dit « Wachad Gaouri Rajaoui, est-ce que ce Gaouri est Rajaoui ?» Et l'autre, il lui a dit « Ah bien, Radit Chouf. » Et à la fin du match, il est venu, ce gars-là, il a dit « Wachad Rajaoui Gaouri. » Est-ce que ce Rajaoui est Gaouri? Voilà, c'est une anecdote énorme. Et je m'en rappellerai toute ma vie, et mes amis s'en rappellent aussi. Moi, je pense que j'ai fait gagner le Raja. Voilà. Je pense que sur ma tombe, je voudrais que ce soit écrit. C'est quelqu'un elle est née en 1946 et elle s'est mariée à 17 ans. C'était comme ça à l'époque, enfin c'était comme ça, elle était tombée amoureuse
s'est marié à 17 ans, c'était la société patriarcale. Et papy, lui, il avait 10 ans de plus qu'elle. Et il connaissait mes grands-parents, il jouait aux cartes avec mon grand-père. Et il est tombé amoureux de mamie, puis il lui a demandé la main. Elle était d'accord. Et ses arrière-grands-parents, comme elle était pas majeure, ils ont signé comme quoi elle pouvait se marier. Elle s'est mariée à 17 ans et demi, hein, mamie. Les deux, c'était un amour fou. Ils étaient très amoureux, ça je le sais. J'ai vu mon père pleurer pour mamie quand une fois il croyait qu'elle avait une tumeur. Je souhaite aux gens de s'aimer comme ça, moi. Et ils ont amené beaucoup d'amour. C'est des gens très tolérants en plus. En tout cas, ils se sont aimés très fort. C'est un amour sincère et le vrai amour. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre.